Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit. De port en port, nous allons traverser la Méditerranée, ou plutôt les Méditerranées. Car cet espace est celui des mobilités, des exils, des migrations, de la pêche, de la guerre et bien sûr du commerce. La Méditerranée a été pensée, réfléchie, fantasmée et pourquoi pas inventée. Mais quelle représentation de la Méditerranée avaient les hommes, les femmes qui vivaient sur ces rives, dans ces ports et qui parfois prenaient la mer? Oui, qu'est-ce que la Méditerranée? En Méditerranée, Venise occupait Corfou, Céphalodie, Sainte-Maure, Zante, Modon et Coron qui dans le Péloponnèse. Pour devenir galérien, je dirais, il faut d'abord être criminel. L'ancrageasse du Grand Saint-Antoine pèse d'après les estimations 1 tonne. À l'abordage, Guillaume Calafa, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que la Méditerranée pour vous? C'est une vaste question. C'est un ensemble de micro-mers. Ça, vous l'avez dit hier en partie avec Fernand Braudel. Un ensemble de micro-mers densément connectées les unes aux autres. Plusieurs régions, plusieurs entités politiques qui communiquent et qui créent un espace extrêmement connecté, je l'ai dit déjà, et intensément aussi producteur de normes, de règles, d'idées. C'est donc un objet d'histoire tout à fait fascinant. Et puis dès lors, on peut y mettre un S. Bonjour Mathieu Grenet. Bonjour, merci de nous recevoir. C'est un véritable plaisir parce qu'avec Guillaume Calafa, vous avez produit ce livre absolument sensationnel, Méditerranée, une histoire des mobilités humaines, 1492-1750, avec, je l'ai dit, ce pluriel à Méditerranée. C'est en écho à ce que vient de dire Guillaume Calafa. Exactement, c'est cette idée d'une Méditerranée qui est un ensemble de plusieurs mers, mais qui a été aussi historiographiquement, puisque je sais que c'est une émission où on lit l'histoire à l'historiographie, analysée sous divers angles, c'est-à-dire un ensemble interconnecté, étroitement unifié par les connexions qui le traversent, et à la fois des ruptures qui peuvent être géologiques. Le bassin méditerranéen est composé de deux grands bassins séparés par une chaîne de montagnes sous-marines, mais qui peuvent être également politiques. On pense à tous ces schémas de compréhension qui opposent une Méditerranée de l'Ouest à une Méditerranée de l'Est, ou une Méditerranée du Nord à une Méditerranée du Sud. Bref, ce pluriel, il s'expliquait à plusieurs niveaux et nous y tenons avec Guillaume beaucoup plus qu'à un simple gimmick. Je veux dire, c'est quelque chose qui a vraiment guidé notre réflexion tout au long de l'écriture de ce livre. Guillaume Calafa, on ne peut pas faire l'histoire aujourd'hui de la Méditerranée sans penser à la manière dont cet espace a été perçu par le passé. Alors, par ceux et celles qui l'ont vécu, mais aussi bien par ceux et celles qui l'ont pensé. On disait historiographie, mais bien sûr, et on le voit bien dans l'ouvrage, on ne peut pas se départir de ça. Oui, la Méditerranée est un objet d'histoire assez récent, en réalité, dans l'historiographie. C'est-à-dire, c'est un objet du XXe siècle, mais qui a été inventé analytiquement plutôt au siècle précédent, à la période coloniale. Et donc ça aussi, c'est un enjeu très important. Comment travailler avec cet héritage-là? Et ensuite, il y a les catégories des acteurs du XVIIe, du XVIIIe siècle qui nous intéressent, du XVIe. Comment ces actrices, ces acteurs de l'histoire ont pensé cet espace? Et là, notre ouvrage, et le S s'explique aussi par cela, par ceci, c'est précisément que la Méditerranée peut être analysée comme un kaléidoscope, c'est-à-dire un ensemble de situations, un ensemble de sites, un ensemble d'observatoires, de langues, de documentation aussi, depuis lesquels on peut penser, écrire, se projeter sur cet espace. Mathieu Grenet, vous êtes maître de conférence en histoire moderne à Albi, et puis dans cette Méditerranée, on voit bien la démarche qui est simplement déjà de constater que l'histoire de ce qui a été évoqué, certaines entités, certains espaces de la Méditerranée ont été étudiés, mais il fallait relier tout ça, croiser ces différentes histoires. Tout à fait, il fallait relier ces histoires, il fallait aussi relier, je suis désolé d'insister là-dessus, ces historiographies qui aussi ont pensé la Méditerranée depuis des sites, c'est-à-dire dialoguer avec les collègues italiens, anglais, grecs, espagnols, turcs, que sais-je encore, et c'est aussi, ce livre est aussi le produit des logiques de son temps, c'est-à-dire que désormais une abondante production nous est accessible, la discussion se fait désormais de manière complètement internationale, et l'idée c'était aussi de donner à lire ces histoires-là telles qu'elles s'écrivent sur d'autres rives depuis
puis d'autres observatoires, avec peut-être aussi d'autres focales que celles qui ont principalement intéressé, on va dire, les chercheurs français depuis Braudel. Hein. Oui, parce que l'histoire, c'est la narration du passé, l'explication du passé, mais c'est une science. Et de temps en temps, faut mettre les mains dans le cambouis. Vous venez de le dire, Mathieu Grenet. On parle d'historiographie. Et dans ce livre Méditerranée, je vous le dis, personnellement, en le lisant, il y a toutes les réflexions sur la Méditerranée, mais il y a presque, de manière subtile, un manuel d'histoire, de ce qu'est l'histoire, de la démarche historique. Et vous venez de le dire, de nouvelles sources accessibles. Non mais c'est très important. Et là, c'est très concret. C'est simplement avec les outils contemporains, des sources qui étaient difficilement accessibles, ne serait-ce qu'en raison de la langue, aujourd'hui peuvent être consultées par l'historien. Oui, alors à la fois parce qu'il y a une digitalisation d'une partie de ces sources, il y a eu d'énormes entreprises d'édition des documentations et également aussi une lingua franca historienne qui est l'anglais et qui permet de communiquer entre différentes aires autour de la Méditerranée. Ça, je crois que c'est un point aussi assez important. On n'aurait pas pu aussi écrire ce livre sans un certain nombre d'institutions, sans un certain nombre de revues qui aujourd'hui permettent cette communication entre différentes historiographies, différentes historiennes et historiens. Et puis Mathieu Grenet, spécialiste des langues. D'ailleurs, on parle d'une langue aujourd'hui qui est l'anglais, cette langue internationale et universitaire. Mais quelle était la langue parlée en Méditerranée dans la période qui vous préoccupe principalement, 16e, 17e et 18e siècle? Est-ce qu'il y avait une langue, parce qu'on parle beaucoup de migration, d'échange, quand on arrive dans un port, il faut essayer de causer. Quelle est la langue que tout le monde comprend? Non, il y avait beaucoup de langues, il y avait beaucoup de registres de langues, il y avait énormément de dialectes. Alors évidemment, les travaux récents de Jocelyne Daclia ont réhabilité la lingua franca, qui est cette espèce de pidgin construit sur une base de provençal, d'italien, avec des termes de grec, d'espagnol, etc., etc. Mais les contacts dont Guillaume et moi nous sommes témoins dans nos sources se font en italien, en provençal, en grec, en osmanli évidemment, en turco-ottoman, mais également avec des langues qui ne sont pas des langues de sociétés bordières de la Méditerranée. C'est-à-dire que évidemment, il faut aussi compter avec les sources néerlandaises, les sources anglaises, les sources persanes, et tout cela rend cette Méditerranée polyglotte au sens premier du terme, et d'autant plus intéressante, puisque c'est un véritable monde qui se déploie dans nos archives. Ah oui, on trouve tout le monde en Méditerranée. Quand on vous lit, on va croiser énormément d'anglais, de hollandais, vous venez de l'évoquer, et puis avec toute cette réflexion sur comment regarder la Méditerranée. C'est ça, c'est où se placer, dans quel port se placer. Ça vous oblige l'un et l'autre à vous déplacer. Je parle intellectuellement, pourquoi pas aussi de manière réelle, ça permet de voyager. Non mais c'est ça, ce n'est pas simplement regarder la Méditerranée comme on l'a longtemps fait du côté nord, mais c'est de se déplacer sans arrêt pour essayer de comprendre ce qu'est cet espace. Alors, un des enjeux justement de notre livre était d'essayer de faire synthèse aussi de l'ensemble de ces travaux, et ça nécessitait en effet de choisir des observatoires multiples, Tunis, Le Caire, Saïda, Antioche, etc. On a essayé de se dire, là par exemple on a oublié une région, on n'en parle pas assez, donc on tentait cet équilibre qui était nécessairement un peu biaisé par nos propres spécialités, mais c'était pour nous un exercice de lecture avant d'être un exercice d'écriture. Et cet exercice de lecture était aussi tout à fait fascinant, passionnant, parce qu'il a permis aussi de mettre au jour pour nous des sociétés, des communautés, des régions sur lesquelles il y a une historiographie extrêmement vivante et qui parfois est un peu cachée par justement l'histoire des très grands ports méditerranéens ou l'histoire justement de Venise, des empires, etc. Donc on a essayé de se situer à une autre échelle pour essayer de montrer ces micromobilités, ces différentes régions, ces différents ports. Et évidemment, on pourrait continuer à écrire ce livre toute notre vie, parce que il ne cesse d'y avoir des régions dont on ne parle pas, des communautés dont on ne parle pas, des confessions, des hérésies dont on ne parle pas. Mais malgré tout, cet effort de tissage des régions les unes avec les autres, des observatoires et des historiographies, produit, me semble-t-il, une unité. Et c'est aussi ce qui est intéressant. Bon, on a mis un S, on reconnaît cette pluralité dans l'espace méditerranéen,
méditerranéen, mais dans le même temps, ce qui nous intéresse aussi, c'est de montrer que cette région très intensément connectée et aussi productrice de règles, etc., est par certains aspects une région unifiée. Donc c'est ce qu'on a essayé aussi de mettre en avant ici. Bah oui, c'est ça. En étudiant les mobilités humaines, vous faites de la mobilité intellectuelle, parce que c'est cela, cette démarche que vous avez, Guillaume Calafa et Mathieu Grenet, dans ce livre Méditerranée. Tout à fait, oui, tout à fait. C'est aussi une mobilité intellectuelle qui passe aussi par, c'est quelque chose qui est assez cher à nos cœurs, je pense, par l'activation aussi de réseaux d'amitié, c'est-à-dire d'aller solliciter des collègues pour qu'ils nous éclairent, pour qu'ils nous donnent les récents articles qui ont été publiés dans leur domaine de spécialité. Je pense à des thèmes dont on est spécialiste ni l'un ni l'autre et qu'il nous a fallu évidemment traiter parce qu'ils sont centraux, je sais pas, les chrétiens d'Orient, les quartiers des villes ottomanes et arabes, etc., etc. Et ça nécessite de faire la démarche, d'aller voir des collègues, de prendre le temps d'une mise au point historiographique et de se faire nourrir par eux de lecture et nous de mouliner ces lectures, d'en discuter ensemble et de produire. Donc il y a vraiment un cheminement qui passe aussi par une socialisation de la recherche. Et ça, c'est quelque chose auquel je suis assez attaché, tout simplement parce que on a souvent cette vision de l'historien qui s'enfermerait dans sa chambre et qui produirait. Alors Braudel au Stalag hier, on en parlait. Enfin moi, si vous me mettez un an dans un Stalag, je produirais pas une Méditerranée. Comme Braudel l'a fait pendant Exactement. son temps où il était prisonnier en Allemagne. Exactement. Donc c'est quelque chose de beaucoup plus socialisé qui passe justement par ces réseaux d'amitié et par cette mise en communauté des savoirs, des ressources. Avec cette lecture que nous avons longtemps eue de la Méditerranée, quand je dis le nous, c'est cette histoire très longue entre le nord, le sud, un monde chrétien, un monde musulman. Guillaume Calafa, vous avez ici une réflexion sur cet ensemble avec, comme on le dit, une démarche extrêmement innovante, mais qui s'inscrit dans une démarche beaucoup plus large en histoire. Qu'est-ce qui vous a le plus étonné dans cette Méditerranée que vous avez explorée? C'est cette vitalité de mobilité et d'échange? Alors, il y a cette, effectivement, cette ce dense mouvement de personnes, de choses, d'objets qu'on observe à différentes époques et en différents mouvements, nord-sud, est-ouest, ouest-est et sud-nord. C'est-à-dire ce qu'on a essayé de montrer aussi, c'est que des migrations forcées, des exils, des migrations de travail, ensuite des migrations économiques, s'observent à différents moments de la Méditerranée et de l'histoire méditerranéenne, et aussi depuis des régions relativement inattendues. Et ça, je pense que c'est peut-être la chose la plus intéressante pour nous. Ça a été justement, par exemple, de travailler sur les routes de migration tziganes, sur des mouvements d'Albanais, mis en regard avec les diasporas juives séfarades, les diasporas morisques. C'était mettre ensemble des mouvements migratoires, des mobilités qui sont souvent étudiés par l'effet de spécialisation, de façon séparée. Et là, en les mettant ensemble, on découvrait assez simplement eh bien que ces routes sont souvent les mêmes, que les parcours sont hachés de la même façon, qu'il y a une production normative pour les encadrer qu'on peut observer dans différents États avec des dispositifs relativement similaires. Ça permet, si vous voulez, une forme de comparaison qui, me semble-t-il, est aussi tout à fait intéressante. Et en les travaillant comme ça, on a essayé de ne pas avoir d'a priori sur ces communautés, sur ces mouvements humains, et dans le même temps, on ne pouvait être que frappé par des effets justement de simultanéité. Une autre chose très étonnante et qui, je pense, est assez simple à rappeler, mais c'est aussi qu'il n'y a pas du tout d'évolution linéaire à l'époque moderne vers une plus grande tolérance ou, si vous voulez, une espèce de vision du progrès vis-à-vis des communautés, de l'acceptation des minorités, etc. On travaille sur des moments extrêmement violents aussi de l'histoire méditerranéenne, et ces mouvements extrêmement violents, ces moments sont aussi bien à la fin du XVe siècle qu'au milieu du XVIIIe, c'est-à-dire à tout moment, si vous voulez, de ce livre et de cette histoire moderne de la Méditerranée. Oui, parce que vous naviguez entre ces deux écueils que sont le choc des civilisations d'un côté et de l'autre le creuset formidable de la Méditerranée. Mais c'est ça, c'est ce piège ici à avoir. Mathieu Grenet, on a dans la Méditerranée un monde très complexe avec ces mouvements de population, des exils, des migrations, des mouvements d'individus, bien sûr, mais qui systématiquement
s'inscrivent dans des mouvements beaucoup plus vastes. Et c'est pour ça que c'est une histoire très incarnée. Quand quelqu'un part, c'est lui qui part parfois avec sa famille. Oui, mais il va quelque part où il sait que on peut l'attendre sur un chemin qu'on lui a déjà indiqué. Oui, tout à fait, tout à fait. C'est un point assez central des études du reste migratoire et diasporique depuis maintenant une dizaine d'années que d'étudier ces chaînes migratoires et le rejeu des chemins d'une génération sur l'autre, d'un parcours sur l'autre. Alors avec Guillaume, nous avons fait le choix aussi d'une narration qui embrasse plusieurs échelles, c'est-à-dire celle des groupes, c'est-à-dire qu'il faut restituer le caractère massif de certaines migrations. 250 000 juifs séfarades, 300 000 morisques, plusieurs dizaines de milliers de grecs, etc., etc. Et à la fois une place laissée à l'individu et une troisième échelle qui est celle à laquelle on a apporté beaucoup d'attention, c'est celle de la famille. C'est-à-dire la manière dont se structurent collectivement ces mobilités comme des aventures aussi intimes dans lesquelles on met en jeu sa famille, dans lesquelles on bouge avec ses enfants ou on ne bouge pas avec ses enfants, on les laisse. Et la question de la famille est un prisme extrêmement intéressant pour aborder ces mobilités, aussi parce que c'est un terreau très fécond des régulations. C'est-à-dire que très rapidement, les princes qui excluent, par exemple, les juifs ou les morisques, vont normer la question de est-ce que les parents ont le droit d'emmener les enfants, sous quelles conditions, si les enfants sont baptisés ou pas, etc., etc. Et donc, on a aussi investi ce terrain de la famille comme une échelle intermédiaire entre celle des grands groupes et puis celle des individus qui, évidemment, permet d'incarner le propos. Cette expulsion des Juifs d'Espagne, c'est en 1492. Du roi Ferdinand et de la reine Isabelle, par la grâce de Dieu, roi et reine de Castille, du Léon, d'Aragon et autres possessions de la couronne. Nous ordonnons en cet édit que tous les juifs et juives de tout âge résidant en nos domaines et territoires partent avec leurs fils et filles, leurs domestiques et parents, grands et petits, quel que soit leur âge, d'ici la fin de juillet de cette année, et qu'ils n'osent pas revenir sur nos terres, fût-ce d'un pied, ni s'y introduire sans permission de quelque manière que ce soit. Tout juif qui n'obéirait pas à cet édit et serait trouvé en nos royaumes et domaines, ou qui retourne dans le royaume de quelque manière que ce fût, encourra la peine de mort et la confiscation de tous ses biens. Le décret de l'Alhambra du 31 mars 1492 sur l'expulsion des Juifs d'Espagne. Bien sûr, 1492, nous retenons la date de Christophe Colomb qui arrive en Amérique, mais ça, les Européens ne le savent pas du tout. On est en octobre, bien plus tard. Non, pour beaucoup d'Européens, 1492, c'est une vraie date de rupture dans leur mode de vie. Juste, Mathieu Grenet, vous avez évoqué l'expulsion des Juifs, ça on peut voir, et des morisques, les morisques. Tout à fait, donc ça c'est une expulsion en 1609 de musulmans convertis auparavant et dont on doute de la fidélité à leur nouvelle foi, et qu'on va finir par expulser, alors après bien des arguties juridiques, en 1609 du Royaume d'Espagne. Voilà, 1609, avec cette expulsion, une volonté d'avoir un royaume d'Espagne chrétien, sans les juifs, sans ceux qui sont un petit peu douteux. C'est quoi, Guillaume Calafa, cette expulsion des juifs? Parce que là, on réfléchit beaucoup sur les migrations, sur des temps très longs, avec des choses qu'il faut saisir avec subtilité. Bon, là, on a une date précise avec un décret. Ça veut dire que ces juifs qui partent ont déjà des chemins en tête, ils savent déjà où aller. Comment se construit cette mobilité? Alors, c'est vrai que 1492, l'expulsion des Juifs d'Espagne, c'est une date intéressante forcément pour l'histoire moderne. C'est souvent pensé d'ailleurs comme une des dates qui déclenche une période dite moderne, mais en fait elle vient à la fin de tout un certain nombre d'expulsions, de décrets anti-juifs pris en Europe occidentale au 15e, au 14e, voire au 13e siècle. C'est-à-dire, on est dans ce grand mouvement aussi, et l'Espagne arrive tardivement d'une certaine façon. La France a déjà expulsé ses juifs, l'Angleterre, des États allemands, etc. Donc, il y a dans les communautés juives d'Espagne, qui est la communauté juive d'Espagne sans doute la plus brillante, la plus nombreuse aussi en Europe occidentale, des routes possibles qui sont connues par la présence de justement membres de familles, de parentèles qui se trouvent aussi bien en Afrique du Nord que pour certaines et certains
en Europe du Nord ou dans l'Empire ottoman à l'est de la Méditerranée, dans les villes italiennes également, où des contrats régulaient la présence de petites communautés juives. Les correspondances circulent, les informations circulent sur les endroits de la migration possible. Et évidemment, pour toute migration de ce type, brutale, déclenchée par des décrets, les niveaux socio-économiques des migrants jouent extrêmement fortement. C'est-à-dire que celles et ceux qui ont les moyens de se rendre dans les grands ports Anvers ou vers Venise et qu'ils le peuvent, vont essayer de le faire pour s'installer relativement rapidement avec une partie de leurs biens. Mais on a vu que le décret est là très précis et nécessite une grande réactivité de la part de celles et ceux qui sont expulsés. En revanche, il y a aussi des migrants pauvres qui, eux, traversent la Méditerranée dans des conditions extrêmement éprouvantes, sont d'ailleurs spoliés par les marins, et il y a une description qu'on prend dans le livre de l'arrivée des expulsés juifs d'Espagne à Gênes dès 1492, dès l'été 1492, et le chancelier génois qui les décrit dit à quel point il est frappé par la maigreur, la tristesse, les pleurs, etc. On a là des scènes extrêmement poignantes qui, évidemment, résonnent aussi avec l'expulsion des Morisques de 1609, résonnent avec l'expulsion ou les violences commises à l'égard des Tziganes, les violences contre les Albanais, etc. Donc, c'est-à-dire, on est aussi dans ce monde-là, et la comparaison sur la difficulté de la migration me semble aussi un point important du livre. Oui, parce que dans cet ouvrage, en parlant de toutes ces populations touchées par les migrations, on a les Juifs, on l'a évoqué, toutes ces, vous avez dit des Albanais, mais on en a tant d'autres. Alors ça, c'est vraiment très intéressant parce que ceux qui essaiment en Méditerranée, ce sont des Grecs, ce sont des Arméniens. On a des communautés qui se distinguent de manière très nette. Ce qui veut dire aussi, puisque nous parlons de ports, que dans ces différents ports, ces communautés se retrouvent avec des quartiers, j'imagine, plus ou moins spécifiques. On arrive facilement à distinguer ces différentes communautés quand on étudie les mobilités en Méditerranée. Alors, c'est un enjeu extrêmement important des études urbaines actuelles. On a longtemps construit le modèle de la présence des étrangers dans les villes, notamment méditerranéennes, autour d'un paradigme qui était celui du ghetto. C'est-à-dire d'un quartier qui aurait été quelque part réservé à des habitants d'une certaine confession ou d'une certaine ethnie, etc., etc. Et on a tendance à reproduire ça de manière un peu passive pour les Grecs, pour les Arméniens, mais également pour les Européens, les fameux Francs, quand ils arrivent dans les échelles, les ports de Méditerranée orientale, etc., etc. Ce que montrent des études plus récentes, c'est cette tension entre regroupement et essaimage. C'est-à-dire qu'il est possible, dans le même temps, d'avoir des quartiers qui sont identifiés, parfois un petit peu abusivement, comme le quartier grec de Venise ou le quartier juif de telle ou telle ville, et qui en réalité sont des quartiers profondément mixtes dans leur habitat, et qui n'empêchent pas les Grecs, alors les Juifs dans un certain nombre de villes, pas évidemment pas toutes, les Arméniens, etc., de sortir, de vivre ailleurs. Donc, on a aussi des coexistences qui se font à bas bruit, qui ont laissé assez peu de traces dans les archives et qui font l'objet là qui fait l'objet, la coexistence d'une redécouverte assez récente par les historiennes et les historiens. Et c'est vraiment un champ, me semble-t-il, tout à fait prometteur de ce point de vue-là. Guillaume Calaf. Et c'est vrai qu'on a gardé aussi les toponymes dans les villes, donc ça peut être la rue des Corses, le quartier des Arméniens, etc. Il y a ces noms-là qui marquent une présence, mais de façon intéressante, ça traduit aussi des choix historiographiques. C'est-à-dire, on a souvent étudié les Corses en Méditerranée, les Arméniens en Méditerranée, les Juifs en Méditerranée. Ce qui est très intéressant, c'est que quand on se place dans une loge de marchand ou dans une auberge, etc., le Corse, l'Arménien et le Juif commercent ensemble, ont des opérations commerciales ensemble. Et c'est aussi ce qui nous semblait intéressant, c'est de montrer ces liens intercommunautaires autour d'opérations de déplacement. C'est-à-dire que quand on se déplace aussi souvent, pas nécessairement avec des groupes unis du point de vue religieux ou confessionnel. Un marin peut être français, corse, génois, ses passagers juifs, les marchandises arméniennes, et à l'intérieur du navire, il y a des passagers anglais, néerlandais, etc. Donc
comment ces moments aussi d'opérations de déplacement, d'opérations commerciales configurent des liens, etc. Ça ne veut pas dire qu'on s'entend bien, ça on le montre, mais dans le même temps, ça produit des effets. Ça produit notamment des contrats, des régulations qui permettent justement de cohabiter, de coexister et tout simplement de vivre. Oui, tout simplement, ce qui est déjà pas mal. C'est ça. Et puis, il y a, je l'ai déjà dit, mais une réfutation de cette idée d'une Méditerranée idéale où tout le monde se croise et tout se passe bien. C'est plus une réflexion qui vise à la complexité. Moi, j'ai envie de dire ça en voyant votre ouvrage et en le lisant. Je me rends compte que dans cette lecture simpliste d'une Méditerranée du Nord, du Sud, de l'Est, de l'Ouest, avec des communautés qui seraient dans des ghettos, on met des cases et c'est beaucoup plus simple à comprendre. Et le cerveau a besoin de cela. Mais vous allez plus loin en essayant, et c'est beaucoup plus difficile, de voir toutes ces subtilités qui nous permettent de mieux comprendre la réalité du vécu de tous ces gens. Oui, tout à fait. Mais ça part d'un constat qui est, à mon sens, un constat essentiel qu'on retrouve notamment dans les travaux de Guillaume, mais pas seulement, qui est que le conflit n'est pas exclusif de la coexistence. Et donc que les deux régimes fonctionnent ensemble, voire s'entre-alimentent. Et donc ça part de l'idée assez simple qu'il y a une situation d'interdépendance qui tisse la Méditerranée, qui rend le conflit, même le plus dur, qui fait en sorte que même le conflit le plus dur ne soit jamais un point de rupture complet. Et donc que la coexistence est toujours possible, que le contrat est toujours possible, que le contact est toujours possible. Et à partir de là, effectivement, c'est une invitation à repenser ces schémas de pensée dont on a hérité, mais qui sont qui ont non, mais tout à fait. Faut les dépasser parce que ils sont encore très présents quand il s'agit de lire l'actualité. Guillaume Calafa, vous êtes maître de conférence en histoire moderne à l'université Paris, Panthéon-Sorbonne. Vous êtes l'auteur d'une mère jalouse et contribution à l'histoire de la souveraineté de la Méditerranée au XVIIe siècle. Et puis, bien sûr, avec Mathieu Grenède, Méditerranée au pluriel. C'est intéressant de voir à qui appartient la Méditerranée parce qu'on se rend compte que pas tant une notion d'appartenance ou de souveraineté que de neutralité. Et alors ça, c'est formidable de voir comment, par les faits, des formes de neutralité se mettent en place sur certains espaces. Alors, c'est vrai que ça aussi, la Méditerranée est un terrain d'expérimentation du droit et du droit de la mer en particulier, tout à fait fascinant. Vous l'avez d'ailleurs évoqué lors de l'émission de lundi. On voit avec les spécialistes de l'Antiquité que très tôt, Grecs et Romains mettent en place des règles. Une des fameuses lois rhodiennes du jet, on la retrouve à l'époque moderne pour savoir comment et à quel moment les capitaines de navires peuvent jeter ou pas leurs marchandises par-dessus bord. C'est assez intéressant parce que les régulations du commerce, les régulations portuaires neutralise des espaces et ça c'est aussi un point tout à fait important de notre réflexion, c'est-à-dire dans quelle mesure les règles édictées depuis les ports et depuis les États bordiers de la Méditerranée sont applicables dans d'autres États et dans d'autres espaces. Il faut un terrain juridique commun, alors qui peut passer par un substrat ancien, le droit romain, le droit repris par les Byzantins, avec les normativités islamiques qui s'ajoutent à cela. Donc, quelles sont les manières de faire, si vous voulez, et comment on va les réguler. Dans le même temps, l'époque moderne est aussi le moment d'affirmation de ce concept de souveraineté, c'est-à-dire de la possibilité pour un État de dire le droit sur un espace liquide. En Méditerranée, on éprouve différentes manières de faire pour ça. Ça peut être par la force, ça peut être aussi par les canons qui sont placés sur un port. Ça peut être aussi par des flottes qui sillonnent des îles ou la mer Adriatique pour Venise. Ça peut être aussi par des régulations commerciales, c'est-à-dire on va créer des zones justement neutralisées, des zones immunes pour que les marchands viennent, s'installent et commercent. Donc, pour ça, la Méditerranée est aussi un espace intéressant. Elle invente le port franc, elle invente ces espèces de zones, on dirait offshore presque aujourd'hui, qui justement essaient de neutraliser le conflit. Et qui en même temps, c'est ce qu'a expliqué Mathieu, se nourrit de lui. C'est parce qu'il y a conflit, parce qu'il y a aussi des corsaires en Méditerranée, parce qu'il y a des risques en Méditerranée, qu'on peut justement créer ces zones tampons, ces zones aussi où on va neutraliser la violence pour échanger, pour commercer, etc. Et la Méditerranée est pour ça, à mon avis, un des terrains les plus intéressants qui soit. Avec des espaces qui sont fascinants, c'est le cas de Livournon.
On permet à Livourne la tolérance des religions et le libre exercice du culte. En voulant attirer dans cette terre une population nombreuse d'individus de chaque nation, la tolérance était sans doute nécessaire, afin que la diversité des religions ne doive être d'aucun empêchement pour qui souhaite y établir sa... du Levant méditerranéen. Et donc, les Médicis, Ferdinand hérite d'une politique aussi, ses conseillers ont l'idée de mettre en place tout un certain nombre de franchises fiscales, d'immunités douanières pour que des étrangers viennent s'installer sur place. Alors, étrangers au sens large, c'est assez intéressant, des marins. Quand on dit marin, on dit grec. Il faut faire venir des Grecs. Des marchands spécialistes du Levant, mais qui peuvent aussi commercer avec la péninsule ibérique, voire l'Europe du Nord. On sait que les séfarades cherchent un port où s'installer. Et donc, là encore, l'édit de 1593 permet, de façon tout à fait inédite dans l'Italie de la contre-réforme, aux communautés juives de retourner à leur foi, c'est-à-dire d'apostasier, y compris donc les convertis, c'est-à-dire ceux qui sont convertis au catholicisme peuvent revenir à la foi juive. Une synagogue est permise, un cimetière. Les juifs ne sont pas contraints de porter des signes distinctifs, contrairement à Venise ou à Rome où ils sont ghettoisés et discriminés aussi dans le vêtement. Et dans le même temps, on cherche à faire venir des marins de l'Europe du Nord, des Anglais, des Néerlandais. Livourne se pense presque constitutivement comme une poche de tolérance dans la Toscane du XVIe, puis du XVIIe et du XVIIIe siècle. Et la particularité des lois de Livourne est qu'elles vont être constamment prorogées et jamais annulées, jamais abrogées, alors qu'il y a d'autres tentatives à Nice, Villefranche, le port du duc de Savoie, par exemple, ou à Gênes également, on tente parfois d'avoir des mesures de tolérance, mais très tôt, très vite, les souverains reviennent sur leurs décisions. Livourne a la particularité d'être un port justement qui a poursuivi ces politiques de tolérance. Les Corses arrivent également, les Provençaux, et très tôt cela fonctionne. C'est-à-dire que dès le début du XVIIe siècle, il y a 3000 habitants, il y en avait 500 tout à l'heure, et à la fin du XVIIe, presque 25 000 habitants. Au XVIIIe siècle, Livourne est un grand port international, une étape décisive du commerce méditerranéen. Alors ça, c'est un cas particulier, mais est-ce que ça peut se généraliser ailleurs dans la Méditerranée, Mathieu Grenet, parce que il y a tant de rives, il y a toute la partie africaine de la Méditerranée, et puis on peut aller aussi du côté du Liban. Oui, alors les mesures livournaises n'ont pas été répliquées dans d'autres parties de la Méditerranée. Ceci dit, on trouve, avec le système du privilège, qui est accordé à ce qu'on appelle des nations, donc des communautés étrangères qui sont installées dans les ports du Maghreb, dans les ports du Mashrek ou du Levant, ce qu'on appelle à l'époque le Levant. Eh bien, on trouve certaines garanties qui sont accordées à des communautés, notamment garanties. Alors, c'est pas la liberté de culte, c'est très encadré, mais la possibilité de prier selon son rite, la possibilité de bénéficier de certaines exemptions, etc., etc. Donc, on a une grammaire du privilège qui constitue un vocabulaire commun avec l'expérience livournaise, mais il est vrai que, et je pense que Guillaume l'a bien dit, l'expérience livournaise en tant que projet économique, politique, est une expérience qui, pour le coup, fait exception à l'échelle de la Méditerranée. Et je rebondis juste sur ce qu'a dit Guillaume, parce que ça me paraît très intéressant, et dans la perspective de la question que vous venez de poser, c'est aussi la publicité que les Toscans eux-mêmes assurent à Livourne. Et on voit très clairement qu'ils misent sur cet argument de la tolérance pour assurer la prospérité de la ville. Ça va être un grand succès. Et on voit les arguments repris aussi dans les correspondances, par exemple, au sein de la diaspora juive. C'est-à-dire, viens à Livourne parce que ici on peut prier librement, etc., etc. Donc, on voit l'effet d'impact de cet argument de la tolérance sur le temps long qui se déploie, 17e, 18e, où Livourne va être vu et souvent fantasmé comme un havre de tolérance, un havre de paix. Et ça, il y a une partie qui est une partie d'instrumentalisation politique extrêmement intéressante. Oui, dont nous sommes victimes aujourd'hui, mais grâce au regard des historiens, on arrive à saisir ce cas particulier de Livourne. Guillaume Calafa, donc ailleurs en Méditerranée ? Alors, c'est assez intéressant parce que la Livornina, le fameux édit de 1593, sans doute le plus frappant de cet ensemble d'édits des années 1590, est aussi envoyé par Ferdinand Ier, donc le grand-duc de Toscane, au sultan,
ou à la reine Elisabeth d'Angleterre en disant regardez, faites connaître quand même cette loi, etc. Mais très tôt, le roi d'Espagne et le pape aussi disent ça va pas du tout. Donc là, il dit on va pas le montrer, on va cacher cet édit, et il va circuler essentiellement sous forme manuscrite. Donc il y a une publicité, en même temps une dissimulation. Il faut arriver à naviguer dans cette diplomatie aussi de la tolérance qui est assez complexe. Alors Livourne va être répliqué, ou il y a des tentatives de réplique, par exemple à Trieste au XVIIIe siècle, où on reprend un ensemble de dispositifs que les lois livournaises avaient pris pour développer ce port nouveau, ce port franc. Le terme est employé, on le dit en italien d'ailleurs, Porto Franco. Le terme italien, on le trouve un peu partout, y compris en Suède, dans un petit port marchtrand qui va imiter les lois livournaises. Les échelles du Levant, les fameuses échelles du Levant, donc Alexandrie, Tunis, Saïda, Alep, alors qui n'est pas maritime, mais qui fait partie de ces villes privilégiées, ont aussi des règles chapitrées pour la présence des nations étrangères. C'est difficilement comparable terme à terme avec le projet livournais, mais d'une certaine façon, ça crée des pratiques relativement similaires. Et après, ce qui est assez intéressant aussi, c'est que Livourne est imité dans la publicité. Par exemple, Marseille affranchit son port en 1669. Ça devient le port franc de Marseille. Mais c'est un port absolument intolérant. Pas du tout sur les mêmes bases que Livourne. C'est-à-dire, les étrangers sont accueillis, mais bon, très vite, on expulse les Juifs de nouveau en 1682. Donc là, vous voyez, la réputation de Marseille comme ville tolérante, c'est une ville cosmopolite, elle vient plutôt du 19e, mais sans doute pas de l'époque moderne. C'est pour ça, le S à Méditerranée sur le titre de votre ouvrage, Guillaume Calafa, Mathieu Grenet, on le comprend très bien parce que c'est un tout, la Méditerranée. C'est presque un concept, j'ai envie de dire. Et puis, il y a cette pluralité de vécu. C'est difficile à saisir cette Méditerranée, parce que on le voit bien, on l'a évoqué par la démarche historique, par les sources, et puis par la réalité du vécu. C'est très pluriel. Est-ce qu'il y a un sentiment chez ces gens, c'est chez Marchand par exemple, qu'il existe un espace méditerranéen? C'est difficile ce que je vous pose comme question parce que c'est une histoire de représentation. C'est une évidence pour nous. Est-ce que ça l'était pour eux? Alors, on trouve rarement dans les sources une revendication d'un sentiment d'appartenance méditerranéen. Pour l'époque moderne, c'est un appel à la communauté des auditeurs. Si vous trouvez un habitant du 16e, 17e, 18e qui dit moi je suis méditerranéen, on est preneur parce que vraiment ça ne se trouve pas. Généralement, on appartient à une communauté, à une ville, à une entité politique. On est rapporté aussi à tout un feuilletage d'appartenance possible, mais sans doute pas à l'échelle méditerranéenne. Qu'aujourd'hui, certaines personnes se revendiquent comme appartenant à la Méditerranée, on va pas juger. On peut se dire méditerranéen si on veut, mais il faut savoir que c'est quand même très construit par une idée qui date plutôt du 19e siècle, qui est une projection quand même coloniale, généralement depuis la rive nord, d'un certain nombre de règles qui fabriqueraient la Méditerranée. Donc il y a une Méditerranée grecque, une Méditerranée italienne, une Méditerranée espagnole qu'on associe, ou une cuisine méditerranéenne éventuellement qu'on peut associer à ce concept, mais il faut voir ce qu'il cache aussi bien souvent, ou ce qu'il gomme comme différence, comme manière de faire aussi, comme violence aussi tout simplement. Et ça, je pense que c'est ce piège qu'il faut essayer de déjouer un peu. On se dit toujours méditerranéen depuis quelque part, depuis un lieu situé. Et quand par exemple Fernand Braudel se considère à Alger dans les années 20, dans les années 30, comme s'il était en France, oui, c'est à peu près normal, puisque voilà, l'Algérie, c'est la France. Voilà, c'est ça. Donc il y a une contiguïté, disons coloniale, qui explique aussi ce rapport à cette Méditerranée projetée, parfois fantasmée, qu'une anthropologie a fortement critiquée. C'est dans les années 1600, 1600, dans les années 90 du XXe siècle. Du XXe siècle. Voilà, du XXe siècle. C'est le moderniste qui parle. Oui. Pour rebondir là-dessus, puisque effectivement cette question de la construction de la Méditerranée, elle nous a beaucoup occupés avec Guillaume.
ne serait-ce que parce qu'elle pose la question des pratiques et de la manière dont cette Méditerranée est construite pour les acteurs eux-mêmes. C'est-à-dire que, Guillaume l'a bien dit, hein, on ne trouve pas au XVIIe, XVIIIe siècle de revendication de méditerranéité, aussi parce qu'on ne trouve pas de pratique qui soit une pratique qui inclurait toute la Méditerranée. C'est-à-dire qu'on a des discours sur la diaspora juive, par exemple, qui embrasse un espace que nous, on reconnaît comme méditerranéen, mais qui en fait embrasse bien plus loin, puisque ce sont des discours qui embrassent aussi Amsterdam, Londres, etc., etc. Et ce qu'on trouve, ce sont des pratiques de la Méditerranée qui sont en réalité des pratiques de sous-espace, de fragments d'espace. C'est une Méditerranée qui est construite par des mobilités de cabotage, des mobilités de petits rayons. On a très peu de personnes en réalité qui traversent la Méditerranée de Barcelone à Beyrouth, pour reprendre un exemple célèbre. Et de toute façon, ça prend 3 mois. Par contre, ce qu'on observe, ce sont des micro-mobilités qui tissent évidemment l'espace méditerranéen, mais entre des petits segments d'espace. Et donc, très souvent, les gens vont s'identifier à ces petits segments, bien plus qu'à une Méditerranée qui serait englobante et qui ne signifie pas grand-chose pour les acteurs de l'époque. Oui, c'est ça, hein, c'est le sens à donner à ce mot Méditerranée. Aujourd'hui, dans le cours de l'histoire sur France Culture, nous naviguons en Méditerranée dans le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Thomas Beau avec aujourd'hui à la technique Marie-Claire Oumabadi, cette Méditerranée que nous traversons. Ah ben oui, bien sûr, on l'entend même dans cette chanson-là, cette idée de peuple de Méditerranée, mais ici, nous sommes bien sûr au XXe siècle, avec ce moment colonial qui a reconstruit la Méditerranée. Mathieu Grenet, Guillaume Calafa, dans votre étude, on a 1492 en début, et ça on l'a bien compris, rien à voir avec l'Amérique, quoique. Parce que l'or et l'argent d'Amérique ont une incidence en Méditerranée. L'expulsion des Juifs, c'est un bon moment de point de départ pour réfléchir à ces migrations. Vous terminez votre étude au milieu du XVIIIe siècle. En fait, la Méditerranée du XVIIIe siècle est-elle celle du XIXe siècle ? En partie, bien sûr. Mais qu'est-ce qui change ? Qu'est-ce qui fait que la Méditerranée des temps modernes est quelque chose de particulier ? Alors, on a été effectivement confronté à la question de poser un terminus à notre étude et évidemment, comme français, des terminus naturels auraient été l'expédition d'Égypte, 1798, Bonaparte, éventuellement la colonisation, le début du projet colonial français en Algérie en 1830. C'était évidemment pas notre propos, et aussi ça allait contre une observation qu'on a cessé de se faire en construisant ce livre, qui est véritablement une forme de bascule qui s'opère dans la première moitié du XVIIIe siècle, avec non pas un moment avant-après, mais avec la convergence de plusieurs phénomènes, de plusieurs critères. On a évidemment le basculement vers une économie de plus en plus, économie marchande, de plus en plus capitaliste. On a également un basculement politique avec une neutralisation de la poussée ottomane en Méditerranée, avec une redistribution des rapports de force. On a également un certain nombre de basculements de type spirituel, avec les unions d'églises chrétiennes à Rome qui s'opèrent au début du XVIIIe siècle. Et il nous a semblé qu'on tenait là quelque chose qui nous permettait de faire nœud dans notre récit. Et le choix a été volontairement fait de ne pas s'arrimer à une date qui fonctionnerait comme un terminus, mais au contraire de laisser un récit ouvert qui nous permette aussi de nous décharger de quelque chose qui est véritablement une matrice historiographique, qui est le caractère inéluctable du basculement dans un temps colonial. On a voulu aussi montrer avec Guillaume qu'il n'y a pas de fatalité au projet colonial, que la Méditerranée que l'on travaille pour la période moderne, donc 16e, 18e siècle, est une Méditerranée qui se caractérise par une sorte d'équilibre des pouvoirs, des formes de symétrie que l'on ne retrouve pas au XIXe siècle. Et donc, c'était aussi pour nous une manière de marquer la césure. Oui, une césure, d'accord, mais évidemment un héritage. Et on le ressent bien en vous lisant combien tout ce qui concerne la juridiction, le contrôle administratif, même sanitaire, parce que le temps moderne, ce sont les temps de la peste notamment, la quarantaine, etc. Tout ça se met en place. Alors, toujours cette difficulté du temps long, ça existait déjà auparavant. Il y a une revisite de la chose durant les temps modernes, dont
le 19e siècle, et nous encore sommes les héritiers. Oui, alors c'est vrai que la Méditerranée est aussi ce laboratoire-là, un laboratoire d'une administration de l'identification qui se développe très très fortement dès le XVIe siècle, dès le XVe d'ailleurs, et on pourrait, vous avez tout à fait raison, remonter aussi aux périodes antérieures. Mais c'est vrai qu'on a un effet d'accélération, un effet de mise en place de systèmes administratifs, de contrôle des mobilités, de contrôle sanitaire, de contrôle marchand, d'identification des marchandises, d'attache d'un navire à un pavillon, à une entité aussi politique qui va le protéger, qui va donner un certain nombre de règles. Toutes ces dispositifs-là, on les voit véritablement mis en place à l'époque moderne de façon relativement sophistiquée, et également on les a archivés. Donc on peut travailler dessus, ce qui est aussi tout à fait important. Cette rupture du milieu du XVIIIe siècle, elle vient du fait aussi qu'on aurait sans doute dû se rendre en Scandinavie, en Russie, pour voir de nouveaux acteurs aussi pénétrer cette région, et cela aurait aussi contribué à pluraliser de nouveau le récit, mais à entrer effectivement dans un nouveau régime de normativité qui s'observe véritablement dans les années 1750-1760, qui en plus coïncide avec un moment où la Méditerranée commence à devenir à la fois un espace très touristique, et ça c'est un élément important, et un objet d'histoire. C'est-à-dire que la construction historiographique de la Méditerranée comme région, et comme civilisation, comme idée même, c'est quelque chose qu'on voit à partir des années 1770-1780 se développer extrêmement fortement, et qui va se renforcer au XIXe siècle. Et on est en partie aussi les héritiers de cela, c'est-à-dire de la façon dont la Méditerranée a été pensée comme un objet d'histoire. Donc à la fois on essaie de le déconstruire, mais on est tout à fait conscient aussi qu'on s'appuie sur ces épaules-là, c'est-à-dire sur cette façon dont on a conçu un espace qui est devenu presque un champ historiographique, même on peut le dire, un champ historiographique, avec ses revues, avec ses institutions, avec ses projets, avec ses musées, etc. Donc ça c'est aussi quelque chose qui est... Il y a une attente sociale sur le mot Méditerranée, sur ce que c'est la Méditerranée, sur quoi a-t-on à faire avec cette région qui ne cesse aussi d'être présente dans les chroniques et dans l'actualité. Ah bah oui, parce que la Méditerranée, aujourd'hui, quand on dit le mot, ça pose aucun problème, les gens visualisent quelque chose. Après, pour comprendre ce qui s'y passe, c'est beaucoup plus complexe, et dès qu'il est question de naviguer en Méditerranée, il y a aussi tous ces risques, c'est bien dangereux, la Méditerranée, c'est de l'eau, donc l'eau, il y a des tempêtes, et puis évidemment, attention, les pirates. Monsieur! Il n'y a pas moyen de vous rencontrer. Il y a 1 heure que je suis devant toi. Qu'est-ce que c'est donc qu'il y a? Monsieur! Quoi? Monsieur, votre fils... Eh bien, mon fils! Est tombé dans une disgrâce la plus étrange du monde. Et quelle? Je l'ai trouvé tantôt toute triste de je ne sais quoi que vous lui avez dit, ou vous m'avez mêlé assez mal à propos. Et cherchant à divertir cette tristesse, nous nous sommes allés promener sur le port. Là, entre autres plusieurs choses, nous avons arrêté nos yeux sur une galère turque, assez bien équipée. Un jeune turc de bonne mine nous a invités d'y entrer et nous a présenté la main. Nous y avons passé, il nous a fait 1000 civilités, nous a donné la collation, nous avons mangé des fruits les plus excellents qui se puissent voir, et bu du vin que nous avons trouvé le meilleur du monde. Qu'y a-t-il de si affligeant à tout cela? Attendez, monsieur, nous y voici. Pendant que nous mangeons, il a fait mettre la galère en mer. Et se voyant éloigné du port, il m'a fait mettre dans un esquif. Et moi, on va vous dire que si vous lui envoyez par mois tout à l'heure 500 écus, il va vous emmener votre fils en Alger. Comment diantre? 500 écus? Oui, monsieur. Et de plus, il ne m'a donné pour cela que 2 heures. Oh, le pandard de Turc m'assassinait de la façon. C'est à vous, monsieur, de viser promptement au moyen de sauver des fers un fils que vous aimez avec tant de tendresse. Que diable allait-il faire dans cette galère? Et il ne songeait pas à ce qui est arrivé. Va-t'en, Scapin. Va-t'en vite dire à ce Turc que je vais envoyer la justice après lui. La justice en pleine mer, vous moquez-vous des gens? Que diable allait-il faire dans cette galère? Les fourberies de Scapin, de Molière, avec Jean Mercure qui est Géronte et André Roussin qui est Scapin. Dites donc, Guillaume Calafa, la justice en pleine mer, vous vous moquez du monde. C'est très intéressant de voir ici, avec cette évocation des pirates, des barbaresques, la différence entre la représentation littéraire de la Méditerranée comme frontière dangereuse et la réalité que vous nous avez expliquée comme zone de communication.
et où des juridictions s'appliquent. Alors c'est vrai que là, Molière a tort, la justice en pleine mer s'applique et la galère et le navire est une petite juridiction en tant que telle. C'est vrai Scapin est tout à fait fascinant pour ça parce que ça renvoie à cette image du corsaire barbaresque, du corsaire nord-africain qui irrigue aussi toute la littérature de l'époque moderne, et donc il y a un motif littéraire qui est tout à fait intéressant à étudier. Et dans le même temps qui gomme le fait qu'il y a des corsaires catholiques en Méditerranée tout aussi violents, maltais, livournais justement, il y a de la course livournaise très importante en Méditerranée occidentale en particulier, même si les courses peuvent se rendre généralement en Méditerranée orientale. La Méditerranée à l'époque moderne, du XVIe au XVIIIe siècle, est un lieu effectivement de la présence corsaire, ce qu'on appelle le corso, c'est-à-dire une forme de piraterie légale, mais sous couvert de religion. Donc des corsaires musulmans attaquent des embarcations catholiques, chrétiennes, et des corsaires chrétiens attaquent des embarcations musulmanes ou grecques orthodoxes. On ne sait pas très bien où sont les orthodoxes. Ils sont souvent les victimes des deux types de corsaires. Et cela régule tout à fait les relations politiques, diplomatiques, économiques entre les provinces ottomanes d'Afrique du Nord et le Maroc et les États d'Europe occidentale. Le corso fait partie des manières de commercer, de naviguer, d'échanger en Méditerranée. C'est-à-dire, on le sait, il y a des assurances, il y a des risques, et ces risques sont justement contrôlés par une diplomatie extrêmement vivante. Oui, parce qu'on peut même s'assurer contre un risque d'être captif. Absolument, on assure les personnes, les objets, les choses. Mathieu Grenet, on peut mettre des S à tout, en fait, dans cette histoire-là. Non, mais c'est vrai, tant elle est complexe, parce que différentes formes de commerce, différentes formes de mobilité, mais malgré tout, cette unité, c'est ça qui fait la cohérence complète de cette réflexion et de votre ouvrage Méditerranée au pluriel. Il y a une cohérence, malgré tout. Il y a une cohérence, et il y a aussi des formes de continuité terre-mer qui sont extrêmement intéressantes. C'est-à-dire que la cohérence, elle ne se fait pas au profit d'un élément liquide qui dominerait tout. L'invitation, par exemple, à penser cette continuité terre-mer, elle vient aussi du cas qu'a évoqué à l'instant Guillaume, c'est-à-dire que les corsaires mènent aussi des opérations de razzia sur les littoraux. Et donc, on voit des formes de solidarité entre économie corsaire et économie littorale. Les corsaires ont aussi des appuis dans les îles, par exemple, de l'Égée. C'est-à-dire que les sociétés insulaires sont aussi organisées autour d'une économie de prédation corsaire. Et donc, on a effectivement une invitation à complexifier, à pluraliser, et aussi à ne pas, paresseusement se reposer sur une opposition terre-mer qui serait un petit peu simpliste. Même si, évidemment, il faut prendre toute la mesure de ce que signifie la souveraineté en mer, même si ça nécessite des opérations qui sont tout à fait spécifiques. On a eu à cœur, dans notre livre, de porter aussi une narration de la Méditerranée qui ne soit pas l'eau contre le rivage. Guillaume Calafat. Ce qu'on voit notamment pour les pèlerinages, on a étudié les pèlerinages et par route et par mer, et quand on se rend depuis Tétouan au Maroc jusqu'à la Mecque, on essaie de prendre effectivement les deux voies terrestre et maritime. Et le risque, à dire vrai, est aussi grand sur terre que sur mer. Les brigands valent les pirates. Merci beaucoup à tous les deux, Guillaume Calafat, Mathieu Grenet, de nous avoir présenté Méditerranée, une histoire des mobilités humaines. C'est publié chez Point avec ici une véritable invitation au voyage et à la réflexion. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à vous. Il est temps pour nous de retrouver Gérard Noiriel. C'est le pourquoi du comment. Comment peut-on gouverner les eaux ? Les lois adoptées à l'époque napoléonienne ont favorisé l'émergence d'une politique libérale s'efforçant de protéger les droits des propriétaires, mais elles ont provoqué aussi une prise en charge toujours plus étroite de l'intérêt public par l'administration. Ces tendances contradictoires ont entraîné la diversification des régimes juridiques des eaux, segmentés selon les catégories, eau courante, stagnante, souterraine, etc., et selon les usages, agricoles, industriels ou domestiques. Ce qui a eu pour effet de multiplier les situations de conflit opposant ceux qui plaidaient pour de nouveaux usages des eaux et ceux qui revendiquaient le maintien des droits anciens.
sur le long terme, la volonté de trouver des compromis entre les divers acteurs concernés et la nécessité de s'adapter aux évolutions climatiques explique que la gestion des eaux soit devenue de plus en plus complexe. Pour illustrer ce processus, j'ai choisi l'exemple de la vallée de la Durance, car c'est l'une des régions qui a été le plus fortement affectée par les changements climatiques. Avant la Révolution française, ce sont les besoins locaux, l'énergie hydraulique des moulins, l'irrigation et l'alimentation en eau potable des cités qui commandaient les usages de l'eau. L'eau était alors considérée comme une ressource en accès libre qu'il suffisait de transporter sur les lieux de consommation. Au XIXe siècle, le développement de l'économie libérale se traduisit localement par la naissance de plusieurs sociétés de riverains, réunissant des propriétaires désireux de mettre en culture la zone fluviale. Mais la multiplication des conflits d'intérêts et l'incapacité des particuliers à endiguer les crues de la Durance incitèrent les pouvoirs publics à intervenir de plus en plus directement dans la gestion des eaux. En 1856, c'est dans cette région que fut créé le premier service de surveillance d'une rivière suite aux crues exceptionnelles que connut la France cette année-là. Ce fut le point de départ de l'aménagement hydraulique de la Durance qui aboutit à l'adoption d'une première grande loi sur le sujet le 11 juillet 1907. En 1955, l'aménagement hydroélectrique Durance-Verdon fut confié à EDF autour de 3 grandes missions. La production d'électricité, l'alimentation en eau pour les cultures et les villes, la régulation des crues, parfois dévastatrices, de la Durance et du Verdon. Mais à partir des années 2000, la répétition des périodes de sécheresse a mis en évidence les limites des infrastructures qui avaient été mises en place auparavant. Confrontés à l'exigence impérieuse de réduire la consommation d'eau et de mieux répartir les ressources hydrauliques, les pouvoirs publics ont dû imaginer de nouveaux arbitrages pour concilier les utilisations énergétiques, agricoles et touristiques. La notion de gouvernement des eaux a émergé à ce moment-là pour tenter de convaincre les citoyens que, désormais, les décisions n'étaient plus imposées d'en haut par le pouvoir central, mais qu'elles résultaient d'un processus de négociation associant tous les acteurs directement concernés. C'est cette stratégie participative que s'efforce de mettre en œuvre aujourd'hui le syndicat mixte d'aménagement de la vallée de la Durance. Merci beaucoup Gérard Noiriel, c'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission préparée par Anne Toscan-Viudès, Jeanne Delecroix, Jeanne Copet, Mathieu Copal et Maïwenn Guizhou. Cette émission est à écouter, à podcaster sur franceculture.fr et l'appli Radio France.